ou tous vu un docteur qui prend un bébé et qui fait des tests proches de la naissance, à la naissance ou 2-3 jours après, pour vérifier que le bébé fonctionne bien. On vérifie que, au moins, un être vivant, quand il vient au monde, il a ses réflexes archaïques qui fonctionnent. Il a son cerveau automatique qui fonctionne. On voit par exemple on n'a pas le bébé sous la main. Oh non, on n'a pas de bébé sous la main. Ah si, je l'ai, il est dans l'autre salle. Tu veux. On voit un docteur qui prend un bébé, qui penche un peu le bébé en avant, et on voit le bébé qui fait comme ça avec ses jambes, comme si il allait marcher. Enfin, il marche, mais il ne faut pas le lâcher. Ou le docteur qui prend le bébé, qui fait semblant de le lâcher, et le bébé qui réagit avec un réflexe qui s'appelle le réflexe de Moro. Donc, quel est le réflexe de Moro? On vérifie que le bébé a peur si jamais il tombe, qu'il a bien un réflexe de défense, que le bébé est déjà programmé pour la marche. On est bipède. Que les pieds du bébé fonctionnent déjà. Si on fait un guillis sous les pieds, ses orteils se mettent en éventail. C'est fonctionnel. Ça montre que le système nerveux est bien connecté entre le haut et le bas. Et comme ça, et le réflexe d'agrippement, vous connaissez, si on met les doigts dans la main d'un bébé, on peut le soulever. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, ces réflexes archaïques, voilà, j'en ai cité peut-être 4 ou 5, mais à la naissance, il y en a à peu près 70. 70 réactions réflexes, c'est-à-dire 70 compétences qu'on peut observer chez un bébé à la naissance. Alors, certaines de ces compétences ne sont pas forcément là à la naissance, mais dans les heures qui suivent ou les semaines qui suivent. Mais grosso modo, il y a 70 réactions réflexes. Et puis, ça finit au bout de quelques mois, par exemple, on sait vers 10 mois, le 4 pattes. Le 4 pattes se met en place, c'est-à-dire le 4 pattes, c'est une programmation génétique où tous les bébés se mettent à faire du 4 pattes à peu près vers 10 mois. C'est extraordinaire, ça. On ne leur a pas dit. Peut-être dans leur entourage, il n'y a personne qui fait du 4 pattes. Ils n'ont pas vu leurs parents faire du 4 pattes. Parce qu'on pourrait dire, ils vont marcher debout parce que les parents marchent debout, ils veulent imiter. Mais le 4 pattes, il n'y a pas les parents qui régulièrement marchent à 4 pattes dans la maison. Non, le bébé va marcher à 4 pattes. Donc on a des programmations qui sont là. On a un certain nombre de compétences qui sont là à la naissance. Et ça, c'est super chouette. Ce que dit pas l'histoire, c'est que ces réflexes, au bout d'un moment, ils disparaissent. C'est-à-dire que si vous recommencez les mêmes tests qu'a fait le pédiatre à la naissance quelques semaines plus tard, les réflexes, si tout va bien, ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'au lieu de fonctionner de manière automatique, le bébé commence à fonctionner de manière volontaire. On passe de la motricité automatique, réflexe, à une motricité volontaire. Et ça, c'est extraordinaire parce que le but du jeu, c'est qu'en quelques mois, le bébé devienne acteur et puisse coordonner sa volonté, son désir d'interagir avec l'extérieur et tout ce corps extraordinaire qu'il a à sa disposition. Donc on va passer d'une motricité automatique à une motricité volontaire. Ce qui va nous intéresser, c'est ça la suite de l'histoire, c'est que dans certains cas, les choses ne se passent pas ainsi. C'est-à-dire, soit les réflexes archaïques ne sont pas présents à la naissance, soit ils sont présents à la naissance, mais ne laissent pas la place à une motricité volontaire. Ils restent actifs, les réflexes, quand ils devraient disparaître. Alors vous allez voir, c'est le but de cette soirée, de montrer que ces réflexes qui restent actifs, ça va être comme autant de petits cailloux qu'on a dans la chaussure. Ça nous rend pas forcément, ça nous donne pas forcément un handicap d'avoir un caillou dans la chaussure, mais ça nous crée une certaine gêne. Surtout si tous les autres gens qui font la promenade avec nous, par exemple la promenade de l'école, on va parler de l'école, eux, les autres, ils n'ont pas de caillou dans la chaussure, mais moi j'en ai. Et on doit tous marcher au même rythme, etc. Alors ça va finir par me créer une gêne. On va dire, t'es trop lent, tu devrais aller plus vite, il fait pas d'effort celui-là, il faut qu'il s'entraîne le soir à marcher un peu plus, il est plus lent que les autres, etc. etc. C'est ça qu'on va voir, que ces réflexes archaïques sont là pour nous aider à la base, mais que dans certains cas, ils peuvent être une gêne, un caillou dans la chaussure. Ludivine, elle aime bien donner une autre analogie. Peut-être qu'il veut... Ouais, j'aime bien souvent expliquer, surtout pour les familles, je trouve que c'est assez parlant. Puis si vous, après, vous communiquez avec d'autres personnes de votre entourage au sujet des réflexes, j'aime bien parler des petites roulettes du vélo. Hein. Au début, on n'a pas encore tout ce qu'il faut au niveau de nos compétences d'équilibre pour se lancer. Tiens, je te présente un vélo, vas-y, monte sur le vélo et fonce. Donc souvent, on met les petites roulettes du vélo. Et ça peut symboliser les réflexes qui sont là comme des échafaudages, en fait, au niveau moteur, chez le bébé, et qui lui permettent de réaliser tout un tas de mouvements de manière automatique au départ, et puis petit à petit, il va pouvoir s'en passer. C'est pareil pour les roulettes du vélo. Au début, ça me stabilise, ça me donne confiance en moi, ça me permet d'aller bien droit éventuellement, ça me permet même d'aller vite dans certains mouvements, à certains autres moments, de gérer un petit peu ma vitesse parce que mon équilibre est géré. Mais à un moment donné, si je veux progresser dans ma vie, évoluer,
aller encore plus vite, faire la course avec mes copains, monter des trottoirs, sauter des trottoirs, faire des virages, etc. Si je garde les roulettes, si je conserve les roulettes qui pourtant m'ont permis de faire ces apprentissages moteurs, si je les conserve, ces roulettes, à ce moment-là, je vais être gênée, je vais être freinée, je vais être fatiguée plus facilement, je vais me dévaloriser au bout d'un moment et me décourager. Et tout ce qui se passe, je dirais, là, vous faites dans votre tête, là, vous transposez ça à des enfants qui seraient en difficulté d'apprentissage à l'école, voilà, c'est comme s'ils avaient gardé les roulettes du vélo qui, à la base, les avaient aidés, mais finissent par les parasiter dans leur développement et dans l'accès à leurs compétences motrices, mais aussi leurs compétences cognitives, lecture, écriture, concentration, attention, expression, mémorisation, et aussi dans leurs habiletés relationnelles. Entrer en relation avec les autres, communiquer, s'exprimer, avoir confiance en soi, tout ça c'est la sphère émotionnelle, c'est très large. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vous mettre dans la condition d'un enfant qui a un réflexe archaïque pas bien intégré, ça veut dire toujours présent, un petit caillou dans la chaussure. Alors, on va faire une dictée, mais pour ça il vous faut un petit papier. Est-ce que tout le monde a un petit papier? Non. Les gens, un stylo. Ah ben voilà, il vous manque quoi, le papier ou le stylo? Il ne marche pas votre stylo. Ah, un stylo qui écrit mal, par exemple le jaune, vous n'allez pas bien voir. Là-bas les toilettes. Monsieur, venez. Parce qu'il y en a au fond de la classe qui veulent éviter la dictée. Oh là là. Voilà. Oh là là, on n'échappera pas à la dictée. Tout le monde du vendredi. La dictée du vendredi soir, elle est faite exprès pour que, quand les enfants sont fatigués, ça représente au mieux leur capacité intellectuelle, n'est-ce pas? On attend le dernier jour. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous avez un tout petit papier, et pour faire votre dictée, vous allez devoir tenir le papier dans le sens vertical. C'est comme une mini-feuille. C'est une mini-feuille. Il faudra que tous les mots y tiennent sur cette mini-feuille. Donc la première condition, c'est une mini-feuille. La deuxième condition, c'est que vous allez devoir faire la dictée, mais avec la main non dominante. Voilà. Donc si vous êtes droitier, avec la main gauche. Donc si vous êtes gaucher, vous dominez avec la main droite. Et si vous êtes ambidextre, avec la bouche. Hein? Et c'est pas tout. On va juste faire comme si un réflexe n'était pas intégré. Bon bah d'accord, sur les lunettes. Bienvenue là. Je n'ai pas mis les pieds à Bordeaux et je ne les mettrai pas. Et un crayon. La dictée, toujours la dictée, il faut toujours faire les dictées. Moi, toute mon enfance, j'ai fait des dictées, et toute mon enfance, j'ai eu 0. Alors maintenant, je me venge. Je fais des conférences où je fais en sorte que tout le monde est 0 aussi. Pour prouver qu'il n'y a pas que moi qui suis nul dans la vie. Bon, c'est pas tout. Vous tenez donc avec la mauvaise main. On va juste faire comme si vous aviez le réflexe tonique, symétrique du cou, et c'est son RTSC pour les intimes, non intégré. Le réflexe tonique symétrique du cou non intégré. Ah, il manque une chose, pendant toute la dictée, vous devriez lever les jambes, et ils n'ont pas le droit de toucher par terre. On doit lever les jambes, tenir avec sa main non dominante. Ah oui, et on ne vous a pas dit, il y a des orthophonistes dans la salle. Levez la main les orthophonistes. Une? Non, pas d'orthophoniste. Bon, et bien comme il n'y a pas d'orthophoniste, on ne vous a pas diagnostiqué 10. Parce que si on vous avait diagnostiqué 10, vous aurez un tiers-temps. Vous aurez droit à un tiers-temps supplémentaire. Mais là, 0. Vous êtes orthophoniste? Non. Vous allez prendre votre vengeance. Vous allez prendre votre vengeance. Personne n'aura de tiers-temps supplémentaire. Donc, je vais aller plus vite que la normale pour faire la dictée. Ça va exactement vous mettre dans les conditions d'une personne atteinte de trouble 10 et d'un réflexe tonique symétrique du cou non intégré, RTSC. Vous êtes prêts? Top départ. Attention, jambes levées, main non dominante, sur petit papier dans le sens de la hauteur du petit papier. Et il faut que tous les mots tiennent. On ne pose pas les jambes. Ah bah il va y avoir des mots, on ne sait pas. Tu crois que la maîtresse elle dit à l'avance combien il y a de lignes? Non. Attention, on écoute parce que je répète pas. Hein. Coude. Docteur.
ensoleillé, Pas le stylo. zèbre. Si vous apportez du mauvais matériel à l'école, c'est pas mon problème. Dîner, animal, transport, Mange pas le stylo. on fait pas. Mercredi, et mère, comme la maman. Vous pouvez répéter la question? Stop, levez les stylos, c'est fini. Non, non, je ne vais pas le savoir. Pas d'excuses. Allez, je vais prendre d'abord la deuxième de la place. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4 mots déjà. Coude, docteur. Alors après, ça part en cacahuète. D'abord, on voit bien qu'elle est polonaise, elle n'a pas compris qu'il fallait dans le printemps. Voilà, coude, ensoleillé, zèbre, transport et mer. Waouh, pas mal, mais enfin, il manque des mots. Pas mal. Bon, attention, le monsieur là, il a pas... Ce monsieur, il a posé la jambe pendant la dictée, ils n'étaient pas levés, donc il n'a pas respecté. Coude, docteur, dîner, animal, bah, il a fait que la moitié de la dictée. Déjà, il ne sera pas noté sur 10, mais sur 5, maximum. Attendez, j'ai des questions pour vous. Hein, vous pouvez montrer votre copie à votre voisin, il n'y a pas de quoi partager. Et ben voilà, il y en a qui arrivent. Hein, tous les autres, ils ont des problèmes, c'est des mauvais. Donc ça prouve bien que je donne pas des choses très difficiles. Coude, docteur, ensoleillé, dîner, animal, transport, mercredi, mer. Bon, bah alors. Voilà, on peut y arriver. Voilà. L'association. C'est la chouchoute. On peut voir les écrits. On peut voir les écrits. Non mais elle a écrit en braille. Ah, voilà. Alors, donc, j'ai des questions. C'est pas une blague. Il y a des chercheurs universitaires, entre autres Myriam Wendler, aux États-Unis, qui a créé cette petite expérience, la dictée, qui est répertoriée dans ce livre, pour vous mettre vraiment dans la condition d'un seul réflexe archaïque qui serait toujours présent chez vous. C'est un réflexe qui apparaît chez le bébé à quelques mois et qui normalement disparaît une fois qu'on a marché à 4 pattes. Mais beaucoup d'enfants n'ont pas marché à 4 pattes, ou pas suffisamment, et du coup ils gardent ce réflexe. Et ça vous met dans les conditions réelles. Sauf que ça a duré même pas 5 minutes. L'enfant, il devra faire toute sa journée comme ça. Et imaginons que j'ai fait autre chose. Une moitié de la salle aurait pu écrire comme elle voulait, avec sa bonne main, en posant ses jambes au sol, et en ayant plus de temps. Et celle-ci aurait les conditions que j'ai données. Et on considère que ce serait une même classe, et qu'on noterait les élèves sur cette même base. Vous voyez? Et à ce moment-là, les questions que j'ai, c'est est-ce que vous avez fini tous les mots? Non. Et bien, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants qui n'ont pas fini tous les mots? Eh bien, ils finiront pendant la récré, ils finiront le soir, et ils auront des exercices supplémentaires, et puis après, on leur dit tous les trucs du genre... tu devrais travailler plus, tu fais pas d'efforts, les autres y arrivent bien. Il n'y a rien à voir avec l'intelligence. Donc les enseignants, ils peuvent tout à fait dire, et ils ont raison, mais pourtant il est intelligent, il devrait y arriver s'il s'accrochait un peu plus. Il y a des enseignants dans la salle, vous ne sentez pas visé ou critiqué. On ne peut pas critiquer des enseignants de quelque chose dont ils ne sont pas conscients. On n'a pas formé les enseignants à comment ça se développe un enfant. On leur a dit, t'enseignes ça, point final. Et qu'est-ce qu'il y a devant toi, les gens? T'en sais rien, tu sais pas comment ça marche, on n'apprend pas ça. On apprend la pédagogie, mais pas comment ça fonctionne un enfant. On a appris un peu Piaget, pour ce que c'est utile. Avez-vous suivi le rythme? Bon, vous avez le bon rythme. Les mots étaient-ils lisibles? Il y en a, on ne peut pas lire. Ah oui, mais alors si c'est pas lisible, moi c'est 0 tout de suite, je ne peux pas corriger des torchons pareils. Êtes-vous satisfait de la présentation de la feuille? Est-ce que vous aimeriez qu'on affiche ça au tableau, qu'on le montre aux autres? Non mais regardez-moi ça et tout. Oui. Bah oui, oui, mais parce que vous êtes fier de votre travail. Oui, mais parce que vous vous dites, vu les conditions, je suis satisfait de ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai fait. Sauf que on vous mettrait seul dans une classe.
Et tous les autres n'auraient pas ces conditions, et on considérait que vous avez les mêmes chances que les autres et que vous êtes au même niveau. Mais vous vous jugerez par rapport aux autres, vous vous évaluerez, auto-évaluerez, et direz, mais non, mais c'est pourri, c'est nul. Les autres, ils finissent, moi, je finis pas. Les autres, ils sont pas fatigués, ils peuvent aller à la récré, moi pas. Les autres, c'est lisible, moi pas. Du coup, on va faire plus de fautes d'orthographe parce qu'il faut rattraper les autres, on n'a pas le temps de se concentrer. Ça devient physiquement difficile et douloureux de devoir garder ces gens comme ça. Alors, ces enfants, ils finissent par bouger les jambes, gesticuler dans tous les sens, ça les gêne, ils finissent par être étiquetés hyperactifs, hyperkinétiques. TDAH. D'autres étiquettes, le pitre. Quand ça fait souffrir de ne pas y arriver, on peut très bien prendre le rôle aussi de celui qui prend tout à la légère et qui est indifférent par rapport à l'échec qu'il vit. Ça, c'est un des rôles possibles dans lequel on peut s'enfermer aussi. Très bonne manière de faire. Pensez-vous que cette feuille reflète votre intelligence, reflète bien votre intelligence? Parce qu'en particulier en France, on considère que l'écriture est le reflet de l'intelligence. Et si quelqu'un fait des fautes, c'est qu'il est un peu bête, pas très intelligent. Par exemple, encore aujourd'hui, si vous voulez trouver du boulot, on vous demande en plus une petite lettre de motivation écrite à la main. Pourquoi à la main? Parce qu'on va vous juger. Ils croient, c'est scientifiquement pas valide, mais on croit que ça va refléter votre personnalité et que ça va vous juger. Alors que si vous écrivez à l'ordinateur, ça corrige les fautes et puis on ne vous verra pas votre vraie personnalité. C'est aussi pour ça qu'on veut une photo. On veut une photo et votre écriture, c'est aussi valable qu'une photo. Waouh! C'est typiquement français, ça. Dans d'autres pays, on ne demande pas des lettres manuscrites, on ne considère pas. Mais nous, on est tellement à cheval sur notre orthographe, qui soi-disant ceci, soi-disant cela, alors qu'elle a été normalisée dans le courant du 19e siècle. On lirait un livre de Molière aujourd'hui, il n'écrivait pas les mots de la même manière selon les pièces de théâtre qu'il faisait. On dit qu'on écrit dans la langue de Molière, mais pas du tout. On n'est pas du tout la langue de Molière. Pas plus que les Anglais font la langue de Shakespeare. J'ai essayé de lire Shakespeare dans le texte, c'est pas la peine, pas avec ce qu'on a appris en anglais à l'école. Aimeriez-vous être noté sur la lisibilité de votre écriture? Vos jambes sont-elles restées en l'air? Aimeriez-vous passer toute la journée à l'école ainsi? Bref, vous avez la réponse à ces questions. Et pourtant, les enfants que nous voyons dans nos cabinets respectifs, Ludivine et moi, ils n'ont pas un caillou dans la chaussure, c'est-à-dire un réflexe présent. Ils en ont 5, 6, 7, 10 fréquemment. C'est-à-dire que vous avez juste expérimenté pendant 1 minute ce que ça fait d'avoir un réflexe non intégré. On n'oserait même pas vous mettre dans les conditions d'un enfant qui en a 4 ou 5 non intégrés et qui passe jour après jour, semaine après semaine, mois et année après mois et année. Un réflexe archaïque, c'est super intéressant parce qu'à la base, c'est fait pour nous aider. Ce sont ces constructions de base, ces briques de base que la nature a mis à notre disposition pour pouvoir fonctionner. Parce que nous, les êtres humains, à la naissance, nous sommes particulièrement fragiles comme mammifères. Nous sommes des mammifères très fragiles. Les autres mammifères, en 1 heure de temps, ils peuvent suivre le troupeau. Et ils ont intérêt à suivre le troupeau, sinon ils seront bouffés. Alors c'est pourquoi les petites vaches, les petites biches ou quoi que ce soit, ils sortent du ventre de leur mère, ils se mettent sur leurs 4 pattes et ils têtent. Et puis la mère s'en va avec le troupeau et ils suivent le troupeau. Nous, ça ne va pas être possible. On n'est pas non plus comme des carnivores. Les carnivores, ils vont rester tapis dans la grotte. Ils vont rester tapis dans une grotte ou dans un terrier. Nous, on ne fait pas ça non plus. On n'est ni des carnivores, ni des herbivores, on est des omnivores. Alors, on cueille et on chasse. D'habitude, les animaux, il y a les animaux qui broutent ou les animaux qui chassent. Mais nous, on fait les deux. On est des chasseurs-cueilleurs. On l'a un peu oublié de nos jours, parce qu'on est plutôt des super-éteurs. Mais à la base, on est des chasseurs-cueilleurs. Et du coup, les bébés, ils viennent au monde en s'attendant à tomber dans une tribu de chasseurs-cueilleurs. Mais ils viennent au monde, comme dit une sage-femme qui s'appelle Ingrid Baillot, merci. Elle dit, le bébé humain vient avec 100 000 ans de décalage horaire. Le bébé humain vient avec plein de réflexes archaïques à la naissance parce qu'il s'attend à ce qu'on soit à la préhistoire. Parce que l'être... Alors, les humanoïdes existent depuis à peu près 6 à 7 millions d'années. Les Homo sapiens, nous, Homo sapiens, hein, les hommes de Cro-Magnon, c'est, aux dernières recherches, 300 000 ans. Donc, l'agriculture existe depuis 8 000 ou 10 000 ans selon les pays. Au Moyen-Orient, ils étaient plus malins, ils ont commencé avant nous. Donc là, ici, chez nous, c'est 8 000 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 300 000 ans, moins 8 000 ans, c'était la préhistoire, chasseurs-cueilleurs. Et là, depuis hier, enfin, depuis quelques secondes, en termes de l'histoire humaine, on est devenus des agriculteurs. Et on a créé des villes, et on est devenu sédentaires, et ça change beaucoup de choses d'un point de vue de nos gènes, d'un point de vue de la génétique, et d'un point de vue des réflexes archaïques. Parce que pour que les réflexes archaïques s'adaptent, pour que l'évolution nous modèle, il ne faut pas 8 000 ans, il faut
des dizaines de milliers d'années pour que nos gènes et l'évolution s'adaptent à notre mode de vie. Donc on verra si jamais notre civilisation occidentale, capitaliste, moderne, dure encore peut-être 50 000 ans, tel que c'est, peut-être qu'on s'y adaptera au bruit, à la pollution, à la nourriture que nous mangeons, c'est-à-dire dévitalisée et industrielle, peut-être qu'on s'y adaptera. J'ai des gros doutes, parce qu'on a des carences, on a des problèmes de civilisation qui ne font qu'exploser. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Le bébé ne s'attend pas du tout à ça. Il est prêt pour un environnement où ses parents ne vont pas le laisser pleurer dans une chambre tout seul, parce que ses parents ils vont aller à la chasse ou à la cueillette, ils ont besoin d'emmener leur enfant avec eux. Il est hors de question de laisser l'enfant seul à la grotte, ou on le confie à quelqu'un, mais on ne va pas le laisser seul. Alors si on laisse seul un bébé humain, il pleure. Et il va exprimer plein de réflexes. Et il a plein de choses pour se protéger, parce qu'il est très faible. Et une des choses dont il a besoin, c'est qu'on le prenne dans les bras. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes avec les bébés humains, parce que nous, le soir, on aime bien regarder la télé et faire des trucs en couple. Et pour ça, le bébé, il faut qu'il dorme dans sa chambre. Mais le problème, c'est quand on met un bébé dans sa chambre seul, et au moment où on ferme la porte, et qu'on aucun bruit, c'est-à-dire bébé 0-3 ans, on peut... 0-3 ans, parce que 0-3 ans, il a encore du mal à nous suivre à pied pour aller à la chasse ou à la cueillette. À partir de 3 ans, il va pouvoir cueillir et faire des tas d'activités. Mais avant ça, c'est difficile. Donc pendant 3 ans, ça va être très difficile. Dès qu'on abandonne un bébé qui a moins de 3 ans, il n'est pas content. C'est pour ça que l'école commence qu'à 3 ans. On n'est pas censé l'abandonner avant. Enfin, il faut bien qu'on se repose un petit peu. Le problème, c'est que les Africains, ils ont un proverbe extraordinaire, il faut tout un village pour élever un enfant. Et nous, on le fait à 1 ou 2. On est complètement inconscients, nous les Blancs, d'essayer d'élever un enfant à 1 ou 2. Moi, même à 2, qui s'entendent bien, c'est difficile. Au moins, on remonte un siècle en arrière, on avait les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde vivait sous le même toit. Alors il y a un siècle, c'était beaucoup plus facile. Et ils s'élevaient les uns les autres, avec tout le village, on vivait dans un même village. De nos jours, c'est chacun pour soi, et très souvent, les enfants sont élevés par un seul parent. Parce que moi, par exemple, je suis divorcé, c'est 1 semaine sur 2. Donc je suis seul 1 semaine sur 2 avec mes enfants. Oh là 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 là! L'enfant, il n'en a rien à faire de toutes ces considérations. Il n'est pas programmé pour ça. Il attend que toute une tribu s'occupe de lui 24 heures sur 24 pendant 3 ans. Et il a plein de réflexes archaïques. Alors les réflexes archaïques, il y en a pour le système visuel. Il y a des réflexes pour nous aider à nous nourrir. Il y a des réflexes pour nous aider à communiquer, pour nous dire ne me laisse pas seul. Et il y a des réflexes pour se déplacer, voilà, la motricité. Il y a des réflexes pour venir au monde, pour la naissance. Il y a des réflexes pour toutes sortes de choses. Et puis au fur et à mesure qu'on développe la motricité volontaire, on laisse le réflexe de côté. Alors je vais vous en décrire, ce soir on va vous en décrire peut-être 2 ou 3 réflexes pour que vous puissiez plus concrètement voir à quoi ça ressemble un réflexe et comment ça peut nous affecter dans la vie de tous les jours. Alors je viens de parler, je vous ai dit qu'on vous a mis dans la condition du réflexe tonique symétrique du cou, alors on va vous l'expliquer, c'est très simple. Le réflexe tonique symétrique du cou. Alors le bébé, quand il vient au monde, au niveau de la gravité et de la pesanteur, c'est une sacrée affaire. Il est un petit peu écrasé par la gravité. Par exemple, vous avez vu le bébé qui essaye de lever sa tête. Oh là 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 là. Il fait des mouvements de pivert avec sa tête. Il est là sur le ventre de sa mère et il veut lever sa tête. Oui, mais sa tête est 5 fois plus lourde que la nôtre. Alors imaginez que votre tête fait 20 kg et là vous rigoleriez moins. Ça fait à peu près ça. Et on imagine notre tête qui fait 20 kg. Lâche pas, lâche pas. Ça fait exactement ça. Et sa musculature, elle n'est pas adaptée encore. Alors il a la tête très lourde, alors c'est difficile. Il faut qu'il tienne sa tête. Alors c'est pourquoi au début on fait très attention, on lui tient sa tête. Si on lâche la tête du bébé, comme ça, on sait qu'il peut se faire mal, parce qu'il n'a pas la force de tenir sa tête. Et va donc mettre en place plein de réflexes au niveau du cou. Il y a plein de réflexes au niveau du cou. C'est très amusant. Si la tête du bébé part en arrière, ça déclenche le réflexe de Moreau. Et qu'est-ce qu'il fait le bébé? Et il se met à pleurer. Et vous vous dites, zut, pardon, je t'ai posé trop vite, bébé, et vous le reprenez dans les bras. Vous voyez bien ça quand on veut laver le bébé, par exemple, toutes les mamans, elles ont compris. Voilà, le bébé dans un lavabo, et sa tête, elle est comme ça. On essaye de tenir sa tête, mais il sent qu'il va glisser, qu'il va partir, et il fait ça, et il a peur. Alors du coup, maintenant, moi, quand
Deuxième fille était petite, on était malin, on a acheté un petit truc en plastique spécial comme ça, qu'on met dans le lavabo comme ça, on met ça et il est peinard. Et là, le bébé, il tout sourire. Mais sinon, ça s'appelle le réflexe de Moreau. Ça dit, attention papa, maman, me lâche pas, si tu me lâches la tête, je vais faire le coup du lapin, vas-y, mollo, mollo. Alors tout le monde va mollo, mollo, mais dès qu'on fait... Et c'est pour ça, des fois, dès qu'on pose un peu le bébé, pourtant il dort bien, sa tête, il suffit qu'un petit centimètre en arrière, elle a fait ça, oh, pouf, il se réveille et il se met à pleurer. Oh merde, raté. C'est une des raisons pour lesquelles on doit utiliser un matelas ferme. Parce que si le matelas est mou, quand sa tête s'enfonce dans le matelas ou dans le... Hop, hop, ça le réveille. Alors on le met sur un matelas ferme. Comme ça, sa tête, elle bouge pas. Réflexe de Moreau. Si sa tête va de droite et de gauche, il fait un autre réflexe qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. Tout à l'heure, j'ai parlé du symétrique, ça c'est asymétrique. Du côté où sa tête est tournée, il étend le bras et la jambe. Et du côté opposé, ça reste fléchi. Parce qu'à la base, il est en position fléchie. Il est en position fétale. Il est un petit peu... Ludivine, fais le bébé. Voilà, bébé en position fétale. Parce qu'un bébé à la naissance, vous le posez sur le dos, il ne se met pas comme ça. Il n'est pas un bébé comme ça. Il est en position fétale parce qu'il a pris le pli dans le ventre de sa mère, de la position fétale. Il ne se tenait pas comme ça dans le ventre de sa mère, il se tenait comme ça. Alors non mais, des fois on prend une mauvaise position, on reste pendant des heures dans une mauvaise position, et après quand on se lève, on ne fait pas tout droit comme ça, on fait... C'est l'origami. Voilà, hein, ça vous est jamais arrivé ça ou tout le temps. Ouh là là. Ou alors, si vous faites du yoga, vous prenez une position bizarre et après... Ouais, mais lui, c'est pendant 9 mois. Et il n'a rien fait d'autre. Alors du coup, il va falloir plusieurs mois, grosso modo à peu près 3 mois, pour qu'il se déplie, pour qu'il branche ce qu'on appelle ses extenseurs. Parce que le bébé, on peut dire qu'il est tout en flexion, il est profléchisseur, il est en position fétale. Alors la position fétale. Et quand il tourne sa tête d'un côté, parce qu'il est curieux, les petits bébés humains, ils sont très très curieux. Tous les mammifères, là-bas, sont très curieux. Donc s'il entend quelque chose ou qu'il voit quelque chose qui bouge, il va tourner sa tête par là. Et automatiquement, son bras va s'étendre de ce côté-là. Et des fois même sa jambe. Et s'il y a un bruit de l'autre côté, il va tourner sa tête de l'autre côté, ça va se replier là et ça va s'étendre là-bas. C'est pourquoi les scientifiques ont appelé ça le réflexe tonique asymétrique du cou. La tête est tournée. Ou certains l'appellent la position de l'escrimeur. Parce que si je me mets debout, je vous fais ça, du côté où la tête est tournée, c'est tendu, et du côté opposé, c'est fléchi, comme un escrimeur. C'est utile parce que ça va déjà programmer, brancher ma cognition du côté où j'ai une stimulation visuelle ou auditive. Mon corps, il est déjà pré-câblé, en quelque sorte, pour aller éventuellement attraper quelque chose qui est de ce côté-là, de communiquer plus tard, quand il y aura des mots, etc. C'est rare qu'on tourne notre tête quelque part et qu'on n'ait pas envie de faire une action cognitive ou de relation ou d'aller chercher quelque chose avec notre main. Donc on est déjà un petit peu pré-câblé pour ça, c'est pratique. Au début, il va faire ses premières expériences d'agrippement grâce à ce réflexe de manière un petit peu involontaire. Si sa tête tourne et puis que sa main tombe sur quelque chose, bah, il va agripper. Vous savez, quand on met le doigt dans la main d'un bébé, il agrippe de manière automatique. C'est très mignon d'ailleurs. On pense souvent que les bébés nous aiment tellement qu'ils ne veulent plus nous lâcher, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas le choix que de faire cette action. Et une fois qu'ils ont agrippé, ils ne peuvent pas ouvrir la main, c'est difficile. C'est au bout d'un certain nombre de semaines qu'ils vont brancher ce mouvement volontaire de j'ouvre et je ferme à volonté. Et encore, ça va même mettre des mois à maturer pour avoir cette petite pincette, et puis prendre des choses très fines et manipuler des tout petits objets. Au début, ça reste un peu grossier l'appréhension. Ça met, on va dire, une bonne année à se développer. Donc, si sa tête part en arrière, il fait le réflexe de Moreau, il a peur et il fait comme ceci. Et si sa tête tourne, il fait l'asymétrique du cou. Bon, à un moment donné, il va falloir s'en sortir. Mais l'asymétrique du cou va être chouette parce que, comme Ludivine l'a dit, il est curieux, le bébé. Alors là, il y a des jouets qui sont curieux et à un moment donné, le bébé va tellement utiliser son asymétrique du cou qu'il va finir par se retourner à un moment donné. À un moment donné. À un moment donné. Il va chercher à atteindre un petit peu. Bravo bébé. Et maintenant? Alors il peut s'y prendre de différentes façons. Et il va essayer. Oh voilà, alors là, il est content bébé. Par le haut, par le bas, tout y passe. Et puis il fait. Voilà, il apprend aussi Il fait ça bien. à muscler et à mobiliser toute sa colonne vertébrale. Ça va être intéressant au niveau de sa posture plus tard et de sa mobilité globale. Et puis le bébé, il se retrouve sur le ventre. Alors là, ça change tout.
il a un autre rapport à la gravité, à sa posture, et à 3 mois, il active ses extenseurs avec un réflexe qui s'appelle le réflexe de Landau. Et les papas adorent, elle est en train de le faire, et puis à 4 mois, il va rajouter les jambes, et il fait ça. Et il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Alors les papas adorent prendre les bébés sur les mains et faire Superman. Ils se promènent avec leur bébé comme ça, qui s'arc-boute. Ça s'appelle un réflexe, ça s'appelle la réaction de Landau. Ça veut dire que là, le bébé active ses extenseurs. Il relève sa tête, il utilise ses yeux, ses 2 oreilles à la fois, ses 2 yeux à la fois, ses 2 oreilles, et il commence à bouger, à se déplacer. C'est magnifique. Quelques mois passent encore, et cette fois-ci, quand il lève sa tête, il va pousser sur ses bras et fléchir ses jambes. Waouh! Changement de plan dans l'espace. Il va se retrouver en position dite quadrupédique. Là, c'est la position du chat. Et puis, il va faire des petits mouvements de... Là, on est à 8 mois. Voilà, 9 mois, 10 mois. C'est la fête. Remets-toi sur le ventre, bébé. On remonte dans le temps. 3 mois. Que le haut. Non, que le haut. 4 mois, il rajoute les jambes. Et il fait quelques mois comme ça. Il faut qu'il développe ses extenseurs. Ses extenseurs. Mais s'il pousse avec ses bras, ça le fait tourner, mais c'est tout. Et puis arrive le réflexe tonique symétrique du cou, plutôt vers 7 mois. Et là, quand il lève sa tête, il pousse sur ses bras et fléchit ses jambes simultanément. Des fois, il reste un petit peu dans Ah oui, cette partie il peut faire un peu de d'extension yoga comme ça. corps. Fait du yoga, la position du cobra. Le yoga refait ce qu'on faisait petit. Pour être jeune, il faut faire ce que font les jeunes. Extension de la tête. Voilà, faire la gym du bébé. Si à 40 ans, vous ne pouvez pas faire la gym du bébé, et où la maison de retraite de Béchac? Prenez une place. Hein, c'est pas loin. Ou faites la gym du bébé. Ça va vous rajeunir. Regardez bien, réflexe tonique symétrique du cou. Quand la tête à 7 mois du bébé part en extension, il va pousser sur ses bras et fléchir ses jambes. Il ne peut pas faire autrement. C'est un réflexe. Il est programmé pour ça. Mais ce n'est pas fini. Remettons un peu plus en arrière. Voilà, il va prendre cette position. Il va passer beaucoup de temps là. Il utilise ses 2 yeux. Il peut tourner la tête pour écouter, regarder. Il est super content. Il peut faire ça. Mais s'il veut faire l'inverse, s'il fléchit sa tête, ses bras vont automatiquement se fléchir et ses fesses se lever. Parce que la flexion de la tête entraîne une flexion des bras et une extension des jambes. Attention, extension de la tête entraîne extension des bras et... Non, c'était bien. Non, Mais flexion. voilà. Extension de la tête entraîne extension des bras et flexion des jambes. Ou flexion de la tête entraîne flexion des bras et extension des jambes. Ça, c'est un réflexe. À partir de là, il va pouvoir passer à la position 4 pattes quelques mois après, puis marcher à 4 pattes, qui est la dernière étape avant debout. Waouh! Là, on n'a cité que 4 réflexes, mais il y en a à peu près 40 que nous, on étudie et avec lesquels on travaille, qu'on observe, qu'on évalue et qu'on remodèle. Mais ça sera pour la deuxième partie de la conférence. Donc, cette première partie de la conférence, c'est de dire que dès la naissance, on a à notre disposition un grand panel de structures. En fait, les scientifiques, et c'est Piaget, il utilisait beaucoup ce mot, parlent de schème. De schème, c'est comme un schéma. Mais au lieu que ce schéma il soit quelque chose d'écrit, un schéma c'est quelque chose d'écrit, ben un schème c'est un schéma corporel ou intellectuel. C'est une structure pour faire les choses. Alors, le bébé à la naissance, il a un certain nombre de schèmes qu'il va utiliser pour bouger, interagir, se nourrir, éveiller sa curiosité, se retourner, cogiter, se concentrer, apprendre et exprimer ses émotions. Tous ces réflexes émergent à un moment bien précis, beaucoup dans le ventre de notre mère, certains à la naissance, certains comme réaction de Landau à 3 mois, ou 4 mois on rajoute les jambes, celui-ci vers 7 mois. Donc les réflexes émergent à un moment donné, sont exercés pendant un certain temps. C'est très chouette, c'est les roulettes du vélo comme disait Ludivine. J'utilise mes roulettes du vélo le temps que je trouve mon équilibre et que j'apprenne bien ce schème dans mon corps, qu'il soit bien intégré dans mon corps. Et une fois que je l'ai utilisé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'ai compris comment ça fonctionnait ce mécanisme, je dois inhiber le réflexe. C'est-à-dire que si j'ai compris ce schème, ce schéma, ce patron moteur, cognitif ou émotionnel, je le corticalise. Ça veut dire que je le mets dans mon cerveau volontaire. Et à ce moment-là, le réflexe, il reste dans mon cerveau réflexe, mais il ne va plus me parasiter. Il reste inhibé. Et ça, c'est un mot qui va être génial et un mot-clé de ce soir, l'inhibition.
le cerveau, il y a tout ce qui est réflexe, et puis tout ce qui est la motricité ou la pensée volontaire, le choix, faire des actions volontaires. Ça, c'est très intéressant. Quand on va à l'école, on doit faire appel à cette motricité volontaire pour écrire ou pour réfléchir. Et dans toutes les actions que nous faisons, on utilise cette motricité. Mais vous avez tous pensé à conduire une voiture. Moi, je me rappelle, c'était galère d'apprendre à conduire une voiture, coordonner les pieds, les mains, les yeux, les oreilles, faire attention à la signalisation. Les conducteurs, ils sont méchants, ils disent « vous prendrez à droite dès que cela sera possible », parce qu'ils savent bien qu'on est concentré sur la conduite et qu'on ne regarde plus les panneaux. Et la première à droite, il sait très bien que c'est un sens interdit. Et nous, on met le clignotant et on commence à tourner, il fait « halte là !» C'est quoi ce panneau? Ah oui, mais je suis concentré sur ça, pas sur ça. Ben oui, mais jusqu'à un certain point, où j'ai tellement maîtrisé la conduite automobile que je ne pense ni à mes pieds, ni à mes mains, ni à ce que font mes yeux. Je peux non seulement conduire, mais je peux conduire de manière réflexe, non réfléchie. Ça nous arrive tous, uniquement sur un trajet qu'on connaît, de ne plus du tout penser à la conduite, de même penser à totalement autre chose, d'écouter les nouvelles, de parler avec quelqu'un, de penser à des problèmes ou du boulot ou du machin, et on arrive à la maison et on dit « j'étais en pilote automatique ». La voiture est rentrée toute seule. Je n'ai pas eu conscience une seule seconde d'avoir conduit ma voiture. Par contre, il y a un moment où ça devient dangereux, où il y a les embouteillages ou quoi, hop, je sors de ma pensée et je redeviens conscient de mon acte de conduite automobile. Et tout procède ainsi. Si j'écris au tableau, imaginez un mot, imaginez je fais B, je vais écrire un mot au tableau. Et je vais vous demander de regarder ce mot, mais de ne pas le lire. B-O-N-J-O-U-R. Regardez bien, B-O-N-J-O-U-R, mais s'il vous plaît, ne le lisez pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, vous savez pas? C'est bien. On ne peut pas. C'est un automatisme. Je ne peux plus désapprendre à lire. J'ai galéré au début pour écrire. On ne se rappelle plus, on était tout petit. C'est pour ça qu'on nous a fait beaucoup de mal quand on était petit, pour qu'on oublie, qu'on n'aille pas se venger après. Si on nous faisait subir l'horreur de l'écriture à l'état adulte, mais le prof, ça n'irait pas, on le vire tout de suite. Hein. C'est trop dur. On était petits, et c'est devenu automatique. J'ai commencé à apprendre le chinois. C'est vachement bien le chinois. Mais c'est vachement dur à écrire. Mais c'est pas dur pour un Chinois, mais parce qu'il a appris petit. Mais pour moi, en tant qu'adulte, c'est dur. Et j'ai du mal à automatiser. Il faut que je répète des lignes et des lignes et des lignes de caractères chinois pour que ça rentre dans ma petite tête. Et si je n'utilise pas ces caractères pendant quelques jours, ce qui est assez fréquent en France, je les oublie, je dois tout réapprendre, tant que ce n'est pas devenu un automatisme. Et ça ne deviendra pas un automatisme tant que je n'irai pas vivre en Chine plus que 3 semaines. Je suis allé 3 semaines, ça ne suffit pas. Mais au bout de 3 semaines, commence à rentrer des trucs. C'est pour ça que l'échec des langues étrangères, il faut aller dans le pays, on sait très bien, parce qu'il faut être envahi par le truc pour que ça devienne un automatisme. C'est valable pour tous les apprentissages, pour faire du vélo, etc. Bref, où j'en étais? Il faut que ça s'inhibe. Il faut qu'à un moment donné, ça s'inhibe. Parce que si ça ne s'inhibe pas, la motricité ne peut pas s'automatiser et je ne peux pas libérer mon esprit pour faire quelque chose de volontaire. Et c'est ça qui est extraordinaire, même des fois un peu trop extraordinaire. Je suis capable de lire, ça vous est déjà arrivé de lire et de penser à autre chose en même temps que vous lisiez. Ça, c'est un truc incroyable. Bon, évidemment, vous devez revenir en arrière, je ne sais pas ce que j'ai lu. Mais, néanmoins, on l'a lu dans une partie de notre cerveau et dans une autre, on pensait simultanément. C'est pas extraordinaire, ça? C'est quand même 2 actes cognitifs balèzes. Bon, aucun des deux n'est très, très efficace. Certes, mais on l'a fait. Or, justement, si des réflexes sont toujours présents, c'est comme une gêne qui va m'empêcher de faire les choses correctement. Comme une épine qu'on a dans le pied, alors que les autres n'en ont pas à côté, qui va m'empêcher de marcher correctement. Les autres ont des vélos sans roulettes, et moi je suis le seul qui a des roulettes. Aïe aïe aïe, je vais aller moins vite, je vais avoir du mal à passer les fossés, à tourner, etc. Les réflexes archaïques sont une aide, mais ils doivent à un moment donné s'inhiber pour laisser place à la motricité, à la cognition, aux émotions, mais volontaires. La capacité à gérer toutes ces choses. Ça va? Il y a des questions? C'est très bien de rebondir sur des questions, mais peut-être s'il y a des choses qui vous semblent pas claires ou... La question c'est, des fois ça ne marche pas comme ça, ça s'inhibe pas. Pourquoi?
Une soirée n'y suffirait pas, parce que l'être humain est tellement complexe. Il y a tellement de paramètres qui peuvent interférer avec notre développement, depuis notre environnement émotionnel, nutritionnel, postural, habitudes de vie, les jeux, la mode de vie, comment on est né, maladie, accident, handicap, tout ce qui se passe quand on était dans le ventre de notre mère, tout ce qui se passe après, sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, l'éducation qu'on a, le pays dans lequel on est, c'est pas pareil, c'est vous naissez en Afrique noire, en Mongolie, à New York ou à Béchac et Caillou. Parce qu'à Béchac et Caillou, par exemple, les enfants ils peuvent se promener dans le village et faire de la trottinette le soir. Non, ils peuvent pas, j'en ai vu tout à l'heure. Voilà. C'est des enfants. Mais il y a des endroits, c'est pas possible. Et à Béchac et Caillou, ils peuvent facilement aller jouer dans les chêneraies, ou dans les vignes. Pas en ce moment, les À chansons. Paris, c'est... Non mais parce que c'est des chênes partout là. Ouais, mais c'est des bois avec des chênes. Oui. Ouais, mais nous, en Normandie, on n'en a pas. On peut jouer avec les vaches. Dans les prés. Dans les prés. Mais nous, on habite dans la plaine de Caen. Il n'y a pas des bois ou des forêts ou rien. C'est juste une plaine avec des vaches. C'est pas très rigolo. On ne peut pas grimper aux arbres, par exemple. Les petits canets ne grimpent pas aux arbres. Mais on a la mer. On peut nager. Enfin, non, on ne peut pas nager. On peut congeler. C'est la mer, c'est la Manche. On peut sauter par-dessus les vagues, et si on met les pieds dedans, eh ben, il faut aller à l'hôpital. Parce qu'il faut amputer. On ne risque pas les vagues comme chez vous, mais bref. Il y a des tas de paramètres qui font que, et puis des paramètres génétiques, etc., peu importe, qu'à un moment donné, quelqu'un n'inhibe pas ses réflexes, pour 1000 raisons. Et ce qui se passe, c'est qu'il va garder des cailloux dans la chaussure. Qu'est-ce qui va nous intéresser avec le démonstration? C'est que l'enfant a 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, et il vient nous voir parce qu'il a des difficultés. Et il a un caillou dans la chaussure, mais il ne sait pas. Tout le monde lui dit, il est lent, il est paresseux, il ne fait pas assez d'efforts, il devrait se concentrer plus, il est fatigué, il est timide, ah oui, il est coléreux. Puis il fait pipi au lit en plus. En plus, il fait pipi au lit. Il y a plein de réflexes qui sont responsables des pipi au lit. Tous les pipi au lit ne sont pas du réflexe. Alors, on vient dans le cabinet et je vous assure qu'on fait ces tests-là, réalisés sans trucage. Alors, ma petite Ludivine, tu vas mettre tes deux pieds l'un contre l'autre, tu vas mettre tes bras devant toi, tout détendu, et puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper ta tête, je vais te la tourner à droite ou à gauche, tout lentement, tout doucement, et toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est que tu ne bouges pas tes bras, ils restent devant toi. Tu peux fermer les yeux, tu peux ouvrir les yeux, mais on va faire les yeux fermés, et tu n'as pas le droit de bouger tes bras, ils ne bougent pas. Ouais, qu'est-ce que c'est la consigne? Les bras, Bravo, difficile. Elle a 10 ans. Je prends la tête, je tourne la tête, les bras ne bougent pas. Je tourne la tête. Tu ne bouges pas tes bras, hein? Ok. Réflexe tonique, asymétrique du cou, présent. Normalement, il disparaît à 6 mois, il n'existe plus. Mais elle a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, elle l'a toujours. Alors du coup, la petite Ludivine, quand elle est à l'école, allez hop, c'est toi qui vas le faire. Dommage que vous n'enregistriez pas parce que c'est la première fois au monde que Ludivine va faire ce sketch. je fais pas de sketch. Si, tu fais le sketch. En plus, elle est gauchère, et bah, elle a tout pour elle. Alors, tu dois écrire sur la ligne. Je sais plus si je suis gauchère ou droitière. Et là, voilà, elle en perd son latin d'avoir un réflexe pas intégré. Et qu'est-ce qui va se passer? Du côté où la tête est tournée, je dois étendre le bras et la jambe. Du côté opposé, c'est fléchi. Alors elle va fléchir, rattraper le barreau de la chaise. Elle va se mettre comme ça. Parce que du côté où la tête est tournée, j'étends le bras et la jambe. Et du côté opposé, je fléchis. Arrête de bouger tout le temps. Arrête. Reste tranquille. Elle a des gestes qu'elle peut... Parce que dès qu'elle tourne sa tête comme ça, j'ai fait un bruit, elle donne un coup. Et si je fais... T'as pas une gomme? Non, paf, hop, il m'a tapé. Elle est sous l'emprise d'un réflexe tonique asymétrique du cou. Elle a 15 ans, je lui demande de ne pas bouger ses bras, tourne la tête sans bouger les bras, elle ne peut pas. Et on peut répéter 3-4 fois. À peu près 80%, selon les études, 75 ou 80% des enfants qui sont chez l'orthophoniste ou qui sont dyslexiques ou qui ont des problèmes d'apprentissage ont un réflexe tonique asymétrique du cou
toujours présent. À un plus ou moins grand degré, bien sûr. Il y en a qui vont bouger les bras à 10 degrés, d'autres à 30, mais je vous assure que dans notre combiné, on en voit beaucoup à 60 ou 90 degrés. C'est-à-dire aucune indépendance. Dès que la tête tourne, les bras tournent. Oh, alors des fois, ils cherchent à contrôler les bras, mais c'est là, pas le bassin qui part, parce que c'est les jambes qui bougent tout Pour le temps. apprendre à conduire, c'est compliqué aussi Oui. pour les trajectoires. Oui, tu regardes à gauche, tu tournes à gauche, tu regardes à droite, tu tournes à droite. C'est pas pratique. Pour le vélo, c'est hyper casse. Tu mets ton vélo et hop, pouf, ça tourne. Bon, ça c'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Mais il y en a d'autres. Le réflexe de Moreau, d'agrippement. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah d'agrippement, ouais. Le réflexe d'agrippement. Alors, le réflexe d'agrippement, c'est tout simple. Hein. Vous avez déjà serré la main de quelqu'un et qu'il vous broie la main. Là, c'est le réflexe d'agrippement hyperactif. Il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte qu'il nous broie la main. C'est le type, il nous broie la main. Il a le réflexe hyperactif. Mais vous avez fait aussi serrer la main de quelqu'un, il a la main molle. Eh bien, ça, c'est un bonhomme. Il a le réflexe hypoactif. Il n'y a pas longtemps, comme ça, il y a un stagiaire, il m'a fait comme ça. C'est-à-dire, il ne t'attrape pas la main. Tu lui mets la main et elle est morte dans toi. Jamais personne vous avez senti ça. C'est bizarre, elle est morte. Peut-être. Mais des fois, je me pose la question. Ça se trouve, moi, je broie la main des gens sans le savoir. Est-ce que le mec qui a la main morte, il le sait qu'il a la main morte et qu'il ne serre pas la main? On dit c'est serrer la main normalement. Est-ce qu'il le sait qu'il ne serre pas la main? Peut-être que vous rigolez, mais c'est votre cas.